Bienvenue dans un énième podcast de jeux de société. Bienvenue dans Metagames, le petit bonus d'un énième podcast de jeux de société où on parle stratégie, science, mécanique de jeu, entre deux gros épisodes. Je suis Richard, et aujourd'hui je voudrais vous parler de risque. Première fois dans ces Metagames que j'aborde avec vous un jeu de société qui ne soit pas un jeu de connaissances, mais un jeu de stratégie. Il y a une raison assez simple à ça, je suis plutôt bon en jeu de connaissances, mais je suis une vraie bille au jeu de stratégie. Je ne suis certes pas autant une bille que pour les jeux d'enchères, mais tout de même, je ne suis pas bon du tout. Alors on ne va pas se laisser intimider, on va utiliser l'écriture de cet épisode pour progresser. Et je me suis dit que pour progresser tous ensemble, peut-être était-il plus simple de prendre l'un des jeux de stratégie les plus connus. Risque donc. Comme d'habitude, je vais vous présenter le jeu, puis quelques éléments scientifiques et enfin, la stratégie gagnante. Alors, c'est quoi Risque ? Vous ne me croirez pas et pourtant, Risque est un jeu français. Il est conçu en 1957 par Albert Lamoris, qui est donc auteur de jeux de société, mais aussi producteur et réalisateur. Il a même gagné la Palme d'Or du court-métrage à Cannes en 1956. Pour ce qui concerne nos activités ludiques, il a conçu Risque, puis plusieurs dérivés, dont une sorte de version de poche appelée Risico. Le jeu est aujourd'hui édité par Parker, filiale d'Hasbro. C'est peut-être pas très utile de vous présenter Parker tant ils éditent de jeux, genre Rabalon, Bogle, Cluedo, et je pourrais continuer comme ça pour chaque lettre de l'alphabet. Et Risk, eh bien, c'est peut-être le jeu de stratégie le plus connu, le plus identifié et le plus joué. Il paraît qu'il fait partie des 10 jeux les plus vendus, autour de 30 millions d'exemplaires. Les règles de risque ne sont pas très compliquées, mais un peu longues à expliquer. Pardon d'avance, mais c'est important pour ensuite parler stratégie. Il y a un plateau de jeu qui représente un planisphère avec les 6 continents divisés en 42 territoires. Au début de la partie, on distribue au hasard à chaque joueur des cartes pays qui symbolisent les territoires du planisphère. Chaque joueur reçoit ensuite des pions, généralement de l'infanterie, constituant son armée et qu'il peut placer sur les territoires qu'il contrôle. Le nombre de pions, à partir de maintenant on va dire régiments, dont dispose chaque joueur dépend du nombre de joueurs autour de la table. Puis est distribué à chaque joueur une mission secrète, qui peut être de différentes natures. Éliminer un joueur, contrôler un nombre donné de territoires, dominer certains continents, etc. Une fois que les joueurs ont pris connaissance de leurs missions respectives, ils ont le droit de placer le reste de leur régiment sur certains de leurs territoires, à leur convenance, tant qu'aucun territoire ne demeure vide. Un tour de jeu se décompose en 3 phases. D'abord la phase des renforts. Un joueur obtient des régiments supplémentaires en fonction du nombre de territoires qu'il contrôle, à raison d'un régiment pour 3 territoires contrôlés et un minimum de 3 régiments. Il peut aussi obtenir des renforts bonus s'il contrôle un continent entier au début du tour. Enfin, le joueur peut échanger des cartes risques, qui sont des cartes obtenues en conquérant des territoires ennemis. Le joueur doit échanger des combinaisons de 3 cartes, et donc, tous ces renforts sont placés librement sur ces territoires contrôlés. Ensuite, il y a la phase d'attaque. Un joueur peut mener autant d'attaques qu'il le souhaite tant qu'il respecte 2 règles clés. Une attaque ne peut partir que d'un seul territoire à la fois, et un territoire ne peut jamais être laissé vide. Les combats sont résolus par des jets de dés. L'attaquant lance un dé pour chaque régiment combattant, avec un maximum de 3 dés. Le défenseur lance un dé par régiment défenseur, avec un maximum de 2 dés. Et les dés sont comparés par ordre décroissant, et chaque comparaison fait perdre une armée à l'un des 2 camps. Le défenseur remporte les égalités, et le combat se poursuit jusqu'à l'élimination d'un camp, ou jusqu'à ce que l'attaquant choisisse d'arrêter. La 3e phase est une phase de fortification. S'il ne souhaite plus attaquer, le joueur dont c'est le tour peut déplacer ses armées entre 2 territoires adjacents qu'il contrôle. Enfin, il y a les victoires et les missions. Le vainqueur est le premier joueur qui parvient à remplir sa mission et à conserver ses critères de victoire pendant un tour. Il ne peut d'ailleurs annoncer sa victoire que pendant son tour. Voilà, c'est tout. Mécanique de jeu donc, de risque, qu'est-ce que ça donne ? Alors, j'en ai compté 4, principales en tout cas. Le planisphère génère 2 mécaniques de jeu, les zones de mouvement et les zones d'influence. Alors, les zones de mouvement, ça veut dire que les joueurs bougent d'un territoire à l'autre et que ce n'est pas une grille carrée mais des territoires irréguliers.
Et les zones d'influence, c'est l'idée que les joueurs peuvent gagner des machins en fonction de la zone qu'ils contrôlent. Pour risque, ce sont les renforts. Les cartes risques sont gouvernées par de la gestion de main. Donc, comme d'habitude, les joueurs remplissent leurs mains de trucs et le but est d'en sortir des trucs au bon moment. Et ces cartes risques ne sont utiles que si elles forment un ensemble de 3 cartes. C'est donc une mécanique qu'on a déjà vue plusieurs fois qui s'appelle la collecte d'ensemble, set collection. Puis ces différents éléments vont générer un revenu. Nouvelle mécanique de jeu, un revenu c'est une ressource que les joueurs reçoivent à intervalles fixes. Deux dernières mécaniques de jeu, les phases de combat nécessitent du lancer de dés, et leur résultat est donc déterminé par le résultat des dés lancés, facile. Enfin, c'est un jeu qui peut déboucher sur l'élimination de joueurs. Donc, il y a des joueurs qui peuvent être éliminés, et ils n'ont plus qu'à aller manger des chips le temps que la partie se termine. Voilà pour cette présentation très complète de risques. Maintenant, toute la question est de savoir si le cocktail des règles et des mécaniques de jeu peut soutenir une analyse scientifique, de laquelle découleraient des conseils tactiques. La science derrière risque. Bon, avec cet exposé des règles et des mécaniques, on voit immédiatement que risque est d'abord un jeu où les affrontements se règlent à coups de dés. Or, qui dit jeu de dés, dit probabilité. En mathématiques, il y a des trucs intéressants. On peut d'abord avoir une approche axée sur les probabilités. Par exemple, dans un papier qui s'appelle On Probabilities of Risk Type Board Games Combats, l'auteur, je suis désolé pour la prononciation, Mabou Arjou, cherche à définir le pourcentage de chance qu'a l'attaquant ou le défenseur de gagner un combat. Ce n'est pas exactement comme ça qu'on fait, mais imaginons qu'on teste toutes les possibilités. 1 dé contre 1 dé, 2 dés contre 1 dé, 2 dés contre 2 dés, etc. À chaque fois, on collecte plusieurs informations. Combien de fois l'attaquant gagne, combien de fois le défenseur gagne, combien d'unités survivent en moyenne, à quel point les résultats varient. Et l'auteur remarque quelque chose, dans ces résultats, il y a une forte différence entre l'espérance et la variance. Alors, accrochez-vous à vos slips, on va tout expliquer à partir d'un exemple simple. Imaginons un combat dans Risque où le défenseur a 10 troupes et l'attaquant a 6 troupes, donc des régiments, pardon. Il y a donc un net avantage pour le défenseur. L'espérance serait alors la moyenne des résultats de ce combat qui serait répété un très grand nombre de fois. Et dans notre cas, cette moyenne indique que c'est le défenseur qui gagne le plus souvent. Pour autant, la variance des résultats est élevée. Cela signifie que les résultats du combat sont très variés. La plupart du temps, le défenseur gagne, certes, ça c'est l'espérance, mais des fois il lui reste une troupe, des fois il n'en perd aucune, des fois plus rare, l'attaquant gagne avec une troupe, des fois il a conservé ses 6 troupes, etc. Bref, il y a une grande dispersion des résultats possibles. On appelle ça l'écart type. Ainsi, sur un combat isolé, Risque est d'abord un jeu de dés, au sens strict du terme. Il repose quand même beaucoup sur le hasard. Même si le défenseur n'a que 2 dés, il gagne les égalités, et ça suffit à lui donner en moyenne la victoire, mais dans une configuration à 10 contre 6, il a tout de même 12% de chances de perdre. Et mine de rien, quand on fait un jeu de stratégie, c'est beaucoup. Alors, cela dit, si maintenant on envisage un combat de risque, non pas comme une succession de combats isolés, mais comme une chaîne continue de conflits, l'analyse peut varier. Dans un autre papier, Risk Board Game Battle Outcome Analysis, Harris Georgiou construit une matrice des résultats possibles d'un combat de risque à l'aide d'une loi binomiale. Alors, on ne va pas étudier les lois binomiales, parce que j'y comprends rien d'abord, et puis parce que le Magnifique en parle dans l'épisode 1 de Metagames sur Perudo, que je vous encourage à aller écouter. Et ce que parvient à montrer Monsieur Georgiou, c'est qu'à force égale, l'attaquant est légèrement favorisé parce qu'il lance 3 dés. Autrement dit, à chaque fois qu'on lance les dés, le défenseur est favorisé parce qu'il remporte les égalités, sauf le cas spécifique de l'attaquant qui a 3 dés contre 2. Mais sur le temps long, sur 5, 8, 10 lancers, c'est l'attaquant qui gagnera le plus souvent parce qu'il lance plus de dés. Une fois qu'on a dit tout ça, on ne peut pas non plus résumer Risque à un simple jeu de dés. Risque est aussi un jeu de zones de mouvement et de zones d'influence. Malheureusement, je n'ai pas trouvé de données scientifiques sur ces questions-là, donc je les réserve pour les conseils stratégiques, à la fin de notre épisode. Il reste donc un dernier élément pour lequel je peux vous donner un peu de science, mais cet élément est en dehors des règles. Il va concerner le metagame, ça tombe bien. C'est la diplomatie. En effet, Risque ne formalise pas la diplomatie dans ses règles, mais la structure du jeu la rend en quelque sorte inévitable. Toutes les parties de Risque que j'ai pu jouer avaient pour point d'orgue une alliance ou une menace.
Là, on peut éventuellement discuter de théorie de la négociation. On a souvent parlé ici de la théorie des jeux, par exemple dans notre Metagames sur le Scrabble, épisode 8, allez l'écouter. Eh bien, figurez-vous qu'on peut l'appliquer à la négociation, cette théorie des jeux. Et on a notamment un auteur, Thomas Schelling, un économiste, qui a ainsi pu travailler sur les grandes règles qu'il faut savoir observer quand on négocie. Il en a retenu un certain nombre que je vous donne. D'abord, l'engagement crédible. Quand on s'engage à quelque chose, on ne doit jamais revenir dessus, sinon on perd en crédibilité. Ensuite, la représaille. Si on menace d'une représaille, il vaut mieux la laisser vague sur sa nature, parce que c'est plus dissuasif. Et parfois d'ailleurs, il vaut mieux se laisser attaquer pour pouvoir ensuite organiser une représaille, plutôt que de se défendre et d'essayer de vaincre par notre défense. Comment gagner alors ? Maintenant, conseil stratégique. 3 pistes d'amélioration pour vous, les dés, les zones d'influence et la diplomatie. Pour les dés, c'est assez simple. Attaquez toujours avec au moins 3 troupes pour bénéficier de l'avantage de lancer 3 dés. Et attaquez toujours quand vous pouvez faire durer le combat. Il vaut mieux toujours attaquer à 10 contre 5 qu'à 6 contre 5 pour absorber la variance des résultats. Pour les zones d'influence, nous avons vu que Risk est un jeu qui fonctionne par continent et que la maîtrise d'un continent offre des bonus de renfort. Donc il faut le plus rapidement possible contrôler un continent qu'il faut être capable de protéger. Là, tout dépend de votre placement initial, mais je vous conseille de rapidement conquérir un des continents du Sud, donc l'Australie, l'Amérique du Sud et l'Afrique. L'Australie est facile à défendre, mais corollairement, elle offre peu de positions d'attaque. L'Afrique, c'est chouette, mais elle est rapidement l'une des zones les plus contestées du jeu. À voir donc en fonction de l'évolution de la partie. Ensuite, il faudra se frotter à l'un des continents du Nord, Amérique du Nord, Europe ou Asie. Et c'est essentiel. L'Asie est le plus difficile et très souvent devient la zone de combat finale. Aussi, privilégiez en fonction de votre placement l'Europe ou l'Amérique du Nord. C'est bien plus facile d'ailleurs si vous allez sur le continent directement au nord de votre continent du Sud déjà contrôlé. Australie vers Asie, Amérique du Sud, Amérique du Nord, Afrique vers Europe, etc. Évidemment, ne laissez pas un adversaire gagner le contrôle d'un continent, sauf alliance. Soyez donc vigilants sur l'évolution des zones d'influence de vos adversaires. Enfin, diplomatie. N'hésitez jamais à forger une alliance, mais réfléchissez toujours à ce que vous promettez. Si l'alliance vise à éliminer un joueur, est-ce que cela bénéficie plus à votre adversaire qu'à vous ? Si l'alliance porte sur la maîtrise d'un continent, lequel est le plus avantageux si chacun d'entre vous, vous répartissez les continents que vous souhaitez maîtriser ? Si vous menacez de représailles, cette représaille doit intervenir, quelles qu'en soient les conséquences pour vous. Si vous acceptez un cessez-le-feu, ne le rompez pas. Il en va de votre crédibilité. Je vous donne un exemple. J'ai un pote, Julien. À un moment de la partie, mais à chaque partie, il prononce quelques mots qui me glacent encore le sang quand j'y pense. Si tu attaques ce territoire, je me suicide sur toi. Et je l'ai déjà vu entraîner un joueur dans sa tombe. La partie d'après, croyez-moi, on y réfléchit à 2 fois avant d'attaquer sa foutue Sibérie. Et voilà, c'était Metagames, un podcast de Ludoméniste. Vous pouvez nous retrouver à peu près partout. J'espère que ces quelques conseils sur Risk vous serviront. Je vous souhaite des parties mémorables et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un énième podcast de jeux de société. Et si vous avez l'occasion de liker, de commenter, de partager et de noter 5 étoiles, ne vous en privez pas.